La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, nous ferons une immersion au centre d'entraînement des opérations de maintien de paix de Lomé. Le centre, vous allez le voir, prépare les forces togolaises sur des bases théoriques et pratiques avant leur déploiement sur le terrain. Nous aurons aussi des notions sur la cour d'arbitrage du Togo, une cour qui a pour vocation d'établir la confiance entre les opérateurs économiques togolais et leurs partenaires. À Lomé, les praticiens revisent leur copie autour du thème l'arbitrage et le juge contrôlent les détails sur la thématique dans un instant avec Yata Aratem. Un peu du slam en fin d'édition avec l'édition 12 du Festival Calbas Challenge qui annonce déjà ses couleurs. L'inclusion sociale sera le thème du challenge. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. À la présidence de la République ce matin s'est tenu le Conseil des ministres présidé par Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné l'avant-projet de loi des finances exercice 2022. Cet avant-projet de loi s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des actions prioritaires de développement lancées par le gouvernement. Le Conseil a aussi examiné la situation dans le sous-secteur des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, les données de la pandémie liée au Covid-19, entre autres. Le compte-rendu fidèle du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akodaïo Adam. Communiqué du Conseil des ministres du 12 novembre 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 12 novembre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République. À l'entame du Conseil, son Excellence, M. le Président de la République, a informé les membres du gouvernement de l'attaque que notre pays a subie dans la localité de Sanloaga, préfecture de Kpenjal. Suite à cet événement, le Président de la République s'est rendu dans la préfecture de Kpenjal afin de constater sur place la violence de l'attaque. Il a porté à nos forces de défense et de sécurité un message de soutien, d'encouragement et de félicitations en son nom propre et au nom du peuple togolais. Il a particulièrement salué la bravoure, la vaillance et le professionnalisme de la section déployée dans la localité de Sanloaga dans le cadre de l'opération Kundjouaré destinée à sécuriser les localités situées à l'extrême nord de notre pays. Le chef de l'État a instruit le gouvernement pour la poursuite des investissements permettant de renforcer le dispositif sécuritaire ainsi que les capacités de notre armée. Il a en outre insisté sur le besoin de renforcer et d'accélérer les actions dans les secteurs sociaux au profit des populations les plus exposées à la menace. Il a invité à resserrer constamment les liens entre l'armée et la population pour raffermir davantage la collaboration et ainsi faire échec aux tentatives de déstabilisation. Le Conseil a ensuite examiné un avant-projet de loi et écouté 3 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi de finances exercice 2022. Cet avant-projet de loi de finances traduit la volonté du gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du budget programme dans le cadre de la réalisation des actions prioritaires de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 en tenant compte du contexte sanitaire et sécuritaire. Le budget 2022, élaboré dans un contexte de reprise des activités économiques, prévoit une augmentation du taux de croissance du PIB réel de 1,8% en 2020 à 5,3% en 2021, soit une progression de 3,5 points. Ce taux devrait se situer à 6,1% en 2022 avec l'exécution des projets de la feuille de route gouvernementale. Par ailleurs,
le taux d'inflation est maîtrisé sous le seuil du plafond communautaire de 3%. En vue de renforcer les actions déjà en cours pour l'inclusion des populations, élément au cœur de la feuille de route gouvernementale 2025, l'avant-projet de budget exercice 2022 consacre aux secteurs sociaux un montant de 493,3 milliards de francs CFA contre 445,1 milliards de francs CFA dans le budget 2021, soit une hausse de 10,8%. Et la part relative des dépenses sociales dans le projet de budget exercice 2022 est de 46,6%. À titre d'illustration, et conformément à la vision d'un enseignement de qualité répondant aux besoins de l'économie, les secteurs des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, ainsi que de l'enseignement supérieur, se verront renforcés avec des actions portant, entre autres, sur le renforcement des infrastructures scolaires, la mise en place des centres d'excellence et des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. À cet effet, des montants respectifs de 151,6 et 40,9 milliards de francs CFA seront accordés à ces secteurs, soit près de 15% des montants alloués aux ministères et institutions. Tenant compte de la constante préoccupation quant au maintien de la paix et de la sécurité, un montant de 124 milliards de francs CFA est consacré au domaine de la défense et de la sécurité, soit 9,4% du montant alloué aux ministères et institutions. Dans le domaine de la protection sociale, un montant de 91,7 milliards de francs CFA est dédié au secteur de la santé, soit 7% du montant alloué aux ministères et institutions en 2022. L'allocation servira à garantir la couverture santé universelle et l'accès aux services sanitaires à tous. Les actions sanitaires menées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 seront poursuivies, notamment la réhabilitation, la construction et l'équipement des structures sanitaires. Toujours dans ce domaine, l'inclusion sociale bénéficie d'une allocation d'environ 70 milliards de francs CFA pour la réalisation d'actions dans le domaine de l'emploi des jeunes, de l'amélioration de l'inclusion financière, de la mise en place d'un registre social des personnes et des ménages, de la poursuite des filets sociaux au profit des communautés à la base et de l'accès à l'eau potable. Afin d'accélérer la transformation économique de notre pays, conformément à la feuille de route gouvernementale, les secteurs agricoles, énergétiques, miniers et des infrastructures se voient allouer un total de 20% des montants attribués aux ministères et institutions. La digitalisation étant au cœur de la stratégie gouvernementale, un montant de 15,7 milliards de francs CFA lui sera consacré, permettant notamment de développer et de moderniser les services numériques et de digitaliser la vie socio-économique. En synthèse, les grandes masses du projet de loi finances exercice 2022 se présentent alors comme suit. Les recettes budgétaires enregistrent une augmentation de 225,1 milliards de francs CFA pour s'établir à 1065 milliards de francs CFA contre 839,9 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 26,8%. Au total, le budget qui ressort de l'avant-projet de loi de finances exercice 2022 est projeté à 1760 milliards de francs CFA en ressources et charges contre 1521,3 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2021, soit une hausse de 15,7%. Les mesures fiscales proposées par la loi de finances 2022 visent à doter l'État et les collectivités territoriales des moyens nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs de financement des actions de développement et de riposte contre la pandémie en cours et à favoriser l'essor des secteurs économiques stratégiques. À cet effet, des réformes seront apportées dans les domaines de l'allègement de la charge fiscale, notamment pour les dons faits aux cantines scolaires, du renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude, notamment contre les importations frauduleuses et l'évasion fiscale, la simplification des procédures fiscales
les ajustements techniques. Les mesures qui seront reconduites concernent entre autres l'exonération des droits et taxes à l'exception des prélèvements communautaires pour l'importation du matériel agricole, du matériel médical et des produits exclusivement utilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'exonération des droits et taxes de douane à l'importation de véhicules neufs, hybrides et âgés de moins de 5 ans, et la reconduction du régime fiscal dérogatoire applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication sur la situation dans le sous-secteur des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Le secteur de l'éducation, sur les très hautes instructions du président de la République, a, ces dernières années, engagé des actions en vue de faire de ce secteur un levier de développement de notre pays. À cet effet, des efforts ont été consentis par le gouvernement pour répondre aux besoins de la population, notamment en termes d'éducation en général et particulièrement pour l'amélioration de la condition enseignante. Face aux perturbations actuelles que connaît le secteur liées au mouvement de grève des enseignants, le Conseil a réitéré son attachement au respect des lois et règlements en vigueur et a réaffirmé sa volonté de poursuivre les concertations avec tous les acteurs du système éducatif afin de préserver les acquis et atteindre les ambitions de la feuille de route gouvernementale. Le Conseil a ensuite écouté une communication portant sur les données épidémiologiques et vaccinales de la pandémie à la COVID-19 au Togo, présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. L'analyse de la situation révèle un répit dans la propagation de la maladie. Par ailleurs, il est observé une baisse du nombre de personnes vaccinées par jour. Afin d'anticiper sur la période des fêtes de fin d'année et de prémunir notre pays contre les nouvelles vagues constatées un peu partout dans le monde, le Conseil a instruit pour que des dispositions sectorielles soient prises pour accélérer la campagne de vaccination tout en continuant d'observer les mesures barrières. Une telle anticipation avec des mesures appropriées nous permettrait d'envisager de façon sereine la période des fêtes de fin d'année. Le Conseil a ensuite écouté une dernière communication relative au chronogramme des activités et à la réduction des délais de passation des marchés publics pour la réalisation des projets en matière de désenclavement et de pistes rurales, présenté par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales. Ce secteur fait face à des défis importants en matière de délai de réalisation en raison notamment de l'impossibilité de réaliser des travaux en saison pluvieuse. Cette communication vise à solliciter l'approbation du Conseil sur des propositions d'aménagement des procédures permettant d'accélérer les actions prévues. Fait à Lomé, le 12 novembre 2021, le Conseil des ministres. Voilà, tout est dit et bien rendu. Un extrait à présent du point de presse après le Conseil des ministres. Répondant aux questions des médias, le ministre professeur Akoda Ayewadan a donné plus de précisions sur l'attaque terroriste survenue dans la localité de Sanlouak, dans la préfecture de Kpendial. Le chef de l'État était après sur les lieux pour remobiliser les troupes. Je vous laisse maintenant suivre le ministre professeur Akoda Ayewadan. Notre pays a subi une attaque d'individus non identifiés qui sont venus de l'autre côté de la frontière et qui ont attaqué notre poste qui est situé à Sandloaga. Les forces de défense et de sécurité du Togo ont riposté, ont résisté et ont pu repousser les assaillants. Dieu merci pour nous, nous ne comptons pas de victimes dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion de le dire, de rappeler que nous avons des frères et des sœurs qui passent leur nuit à prendre soin de nous, à veiller sur nous pour que nous puissions vaquer au quotidien à nos occupations.
nous devrions constamment avoir une pensée à ceux-ci et leur rendre hommage pour ce qu'ils font. Donc il n'y a pas eu de victimes dans nos rangs. Nous ne savons pas s'il y a eu des victimes dans les rangs des assaillants, puisqu'ils ont été repoussés de l'autre côté de la frontière. Les enquêtes se poursuivent. Dès lors que la réalité des faits sera établie, je pense que le gouvernement pourra communiquer un peu plus longuement sur la question. Et nous reviendrons sur l'intégralité du point de presse en fin d'édition. Direction maintenant le centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix de Lomé sur place. De nouveaux contingents en pleine formation, des formations pratiques mais aussi théoriques pour assurer de façon professionnelle et efficace leur mission au Mali. Aussi, faut-il le rappeler, toutes les thématiques de formation sont en lien avec les recommandations des Nations Unies. Le Togo est soutenu dans ce projet par l'État japonais. On nous fait signe que le sujet n'est pas encore prêt. Nous reviendrons dans le courant de cette édition. Un mot à présent sur l'étude diagnostique de la filière engrais organique au Togo. Les experts pensent que la substance peut améliorer le rendement agricole face au changement climatique si elle est utilisée selon les prescriptions recommandées. Après le travail d'équipe, les premiers résultats sont ici présentés. La synthèse de l'étude préliminaire avec Ramdan Bassina. L'irrégularité des saisons, l'excès de chaleur, modification des régimes de précipitation, les effets du changement climatique sur l'agriculture togolaise n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le phénomène est planétaire. Il urge de trouver les bonnes pratiques culturelles, ce qui passe par la valorisation des sources en matière organique locale pour compenser les pertes en éléments nutritifs des sols. L'étude diagnostique de la filière engrais organique au Togo est soumise à validation. Elle répertorie les filières engrais organiques pour mieux organiser et accompagner les différents acteurs impliqués. Du diagnostic, il faut retenir que d'abord, la filière des engrais organiques est embryonnaire. Certes, il y a des acteurs qui animent la filière. Ces acteurs ont un début de structuration. Ces acteurs se débrouillent pour faire avec les moyens dont ils disposent. Mais vu que la question des engrais organiques est un enjeu très important pour notre agriculture, il faut essayer d'accompagner ces acteurs pour pouvoir atteindre les objectifs visés. En termes d'activité, il s'agit le consultant va présenter le rapport de l'étude pour mieux connaître la filière des engrais organiques. Il va présenter la structuration de cette filière-là en termes d'acteurs. Il va présenter les forces et les faiblesses. Pour le ministère de l'Agriculture, il faut accroître la sécurité alimentaire et miser sur la durabilité environnementale dans les systèmes agricoles. Il peut compter sur le soutien de la GIZ dans la réalisation du projet. Les plans d'action pertinents seront mis en œuvre pour le développement de la filière engrais organique. Et comme annoncé, direction maintenant le centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix de Lomé. Sur place, de nouveaux contingents en pleine formation, des formations pratiques mais aussi théoriques pour assurer de façon professionnelle et efficace leur mission au Mali. Aussi, faut-il le rappeler, toutes les thématiques de formation sont en lien avec les recommandations des Nations Unies. Le Togo est soutenu dans ce projet par l'État japonais. Plus de précisions dans ce reportage de Dodo Harry. Des troupes en pré-déploiement pour la mission de paix au Mali. Sur le terrain, ils ont des normes à respecter, des limites à ne pas franchir. En dehors des exercices pratiques ici au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, COMP, ils sont aussi formés sur des concepts clés. Genre, gestion des foules, protection des civils, assistance aux victimes, entre autres. Sur la question du genre, il s'agit essentiellement de voir comment les différentes troupes prennent en compte la dimension genre. Normalement, les effectifs doivent pouvoir prendre en compte et les hommes et les femmes. Dans la logistique, par exemple, comment les dispositions sont prises pour que les besoins des femmes et des hommes sur le terrain soient assez concrets. Nous allons aussi pouvoir penser aux communautés avec lesquelles ils vont travailler, c'est-à-dire les activités et relations civilo-militaires. D'abord, écouter les communautés, prendre en compte leurs besoins et puis proposer des actions qui renforcent la confiance entre eux et les communautés. Le rôle essentiel du CICR, amener les parties au conflit
à respecter le droit des conflits armés, le fait de ne pas attaquer les civils, le fait de ne pas voler ou détruire les biens des civils, de violer les femmes, ainsi de suite, afin de limiter les effets néfastes des conflits armés. Des directives avant donc le départ du 9e contingent en préparation pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Et c'est le gouvernement du Japon qui prête main forte à ses troupes par le biais du PNUD. Un appui pour renforcer l'efficacité des casques bleus togolais dans les opérations de maintien de la paix dans la sous-région ouest africaine. Vu la complexité des milieux humains et de l'environnement politique local, la diversification des menaces, y compris les conflits intercommunautaires, chers participants, les présents stages viennent donc à point nommé vous ressourcer afin que vous soyez à même d'accomplir vos futures missions dans les règles de l'art. Je voudrais, au nom du haut commandement des forces armées togolaises, saluer une fois de plus cette belle initiative qui vient en appui aux efforts déjà entrepris par notre pays et dont la dynamique est de faire du CMP un creuset sous-régional capable de faire face aux défis actuels et à venir. 200 policiers et soldats de la paix, dont 25% de femmes, sont ciblés par ce projet qui prévoit également des appuis logistiques au COMP. La Cour d'arbitrage du Togo, parlons-en maintenant avec ses assises des praticiens du droit qui veulent se mettre à niveau en revisitant certaines règles de l'arbitrage et le juge du contrôle. Ici, il est question de mentionner les spécificités du recours en annulation en matière d'arbitrage, mais également d'analyser les interactions entre la justice étatique et la justice arbitrale, un exercice qui rassure davantage les opérateurs économiques. Les précisions avec Yata Raté. Plus connu en matière pénale, l'instruction est désormais de règles au Togo dans le domaine commercial également. Les tribunaux sont saisis chaque année. Des milliers de litiges commerciaux plus ou moins importants sont traités. Et pour une issue heureuse des litiges, on fait recours à l'arbitrage. Cet instrument de règlement des différends contractuels permet une solution extrajudiciaire des litiges. Sujet au cœur du débat avec les experts des questions d'arbitrage à Lomé. Les acteurs des deux justices sont là, la justice étatique et la justice arbitrale, pour davantage éclairer leurs points de complexité pour que tout se passe au mieux dans l'intérêt de la sécurité juridique et judiciaire. Au cœur de l'arbitrage, des interactions entre la justice étatique et la justice arbitrale, ou encore sur la procédure en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales. Les relations entre arbitrage et justice étatique ne sont pas faites uniquement que de rivalité, car l'arbitrage a besoin de la justice étatique, ne serait-ce que pour faire produire ses effets dans les ordres juridiques nationaux. La mise en place de la Cour d'arbitrage du Togo, la CATO, permet d'offrir aux utilisateurs de la plateforme d'échange économique une instance neutre, un système uniforme d'exécution et une flexibilité dans la procédure de règlement des litiges. Ce colloque est extrêmement important. Important pour les gens qui sont censés arbitrer, important pour les gens qui sont censés recevoir et exécuter donc ces sentences, important pour les hommes et les femmes d'affaires qui sont au cœur justement de l'action de la CATO et donc forcément important pour la Chambre de commerce qui est donc l'outil, le mécanisme qui fédère les hommes et les femmes d'affaires. Il est manifeste et désormais acquis de recourir au mode alternatif de règlement des différends et donc à l'arbitrage, particulièrement dans le cadre des activités commerciales. Et pendant ce temps, à l'École supérieure d'audit et de management à Lomé, l'on a assisté à la deuxième conférence de rentrée sur la thématique les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique noire. Étudiants, enseignants, chercheurs, dans un débat ouvert, ont fait le tour d'horizon de la question sans manquer de proposer des pistes de solutions. Le compte-rendu à présent avec Aboza Dadja et commentaire Ulrich Amiga. Le déficit de la culture démocratique et de bonne gouvernance, le manque de patriotisme, autant de mots qui semblent expliquer les changements anticonstitutionnels de gouvernement
de plus en plus dénoncée en Afrique noire. Le sujet est brûlant et défraie la chronique. Ici, il fait objet de débats entre spécialistes de droit et étudiants de l'École supérieure d'audit et de management ESAM. Ce sont des pratiques qui affaiblissent les institutions, qui les déstabilisent. Et cette déstabilisation est chronique parce que depuis 1960, toutes les institutions politiques africaines sont aux prises avec ces changements anticonstitutionnels de gouvernement. Depuis 1960, l'Afrique n'a pas suffisamment travaillé dans le sens de l'enracinement de la culture démocratique, puisque c'est ce modèle politique que nous avons choisi, le modèle libéral que nous avons choisi aujourd'hui. Il faut travailler dans le sens de l'enracinement de cette culture, aussi bien au niveau des élites dirigeantes qu'au niveau de la population. Pour l'École supérieure d'audit et de management ESAM, cette conférence est un plus pour la connaissance et la compétence des apprenants en matière de droit constitutionnel. C'est utile pour nous parce que c'est toujours dans les objectifs de l'école, la vision de l'école. Ce côté iconoclaste, il n'y a pas seulement que d'apprendre et de bûcher les cours et puis c'est terminé, mais il faut aller au-delà. Là, c'est de la réflexion. On prend et tout ce que nous avons appris en cours, maintenant, voilà des cas pratiques qui existent. Les corollaires des changements anticonstitutionnels en Afrique noire sont légion. Une situation qui, selon le conférencier, reste une affaire de tous. Et à ce dernier d'en appeler à une éducation basée sur les valeurs démocratiques. La COP26 a pris fin ce vendredi à Glasgow avec à la clé un accord surprise entre les deux plus grands pollueurs au monde, la Chine et les États-Unis. Les deux géants s'engagent à renforcer leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique. Un pas très important et salué par le secrétaire général de l'ONU. Regardez. Relever leurs ambitions immédiates contre le réchauffement climatique, c'est l'objectif conjoint affiché par la Chine et les États-Unis. Avec respectivement 30 et 14% des émissions totales, les deux premiers émetteurs de gaz à effet de serre au monde ont dévoilé jeudi une déclaration commune, quelques jours avant la fin de la COP26. Une annonce qui surprend alors que la tension diplomatique entre les deux pays s'accroît ces derniers mois. Les États-Unis et la Chine ne manquent pas de divergences, mais sur le climat, la coopération est le seul moyen de mener à bien cette tâche. Nous devons atténuer les effets plus rapidement, réduire plus rapidement les émissions de méthane, continuer à revoir nos ambitions à la hausse et surtout prendre des mesures pour que le seuil de 1,5 degré Celsius ne soit pas dépassé. Les deux superpuissances regrettent que les pays développés ne tiennent pas leurs engagements, notamment celui de mobiliser 100 milliards de dollars par an à destination des pays pauvres. L'accord milite également pour l'arrêt du financement des énergies fossiles, responsables de la plupart des émissions. Une mention inédite qui ne figure pas dans l'accord de Paris. La Chine va faire l'effort de transformer son énergie basée sur les combustibles fossiles en une énergie basée sur le renouvelable. C'est notre objectif et notre stratégie. Nous travaillons sans relâche dans cette direction. Nous réduirons aussi progressivement notre consommation de charbon. Mais déjà, certains observateurs déplorent un accord très éloigné des objectifs, alors qu'aucune mesure concrète n'est avancée dans le texte. Le projet, toujours en négociation, pourrait changer d'ici la fin de la COP26 ce vendredi. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 12 novembre 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 148. 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 813. Le nombre de cas actifs est de 92 et le nombre de décès est de 243. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Ce communiqué pour poursuivre cette édition. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat informe les candidats au recrutement des jeunes pour la phase pilote du projet de formation de courte durée dans les villes de Tchévié, Palimé, Atapamé, Sokore, Kara et Dapaon, que les listes des candidats définitivement sélectionnés à l'issue des entretiens de motivation seront affichés dans les agences régionales de l'ANPE à partir du 15 novembre 2021.
Le ministre délégué tient à féliciter les jeunes retenus et les encourage vivement à plus de dévouement et d'assiduité. Tous les jeunes retenus sont priés de confirmer leur disponibilité auprès des chefs d'agence de l'ANPE, faute de quoi ils seront considérés comme démissionnaires et se verront purement et simplement remplacés. Communiqué signé par le ministre Kokou Eke Odin. Calbas Challenge, nous y sommes au presque la 12e édition, un festival d'art oratoire qui met en avant un thème social autour du slam. Nous y reviendrons plus en détail. Ceci nous permet de suivre à présent l'intégralité de la conférence de presse après le Conseil des ministres animé par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayouana. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Eric Johnson, directeur du journal L'Union. Bonjour Monsieur Johnson. Oui. Monsieur le ministre, dans votre communiqué, vous avez bien dit qu'à la reprise des activités, il y a eu une tendance haussière de la croissance économique estimée à 5,3% à fin 2021. Pensez-vous que cette tendance sera maintenue pour l'exercice 2022? Si oui, quels sont les principaux atouts? Sinon, quels sont les facteurs probables de risque? Parlant toujours de la croissance économique, avec cette hausse, on remarque malheureusement qu'il n'y a pas un effet positif dans le panier de la ménagère. Que prévoit le budget 2022 pour que cette croissance se ressente dans le quotidien du citoyen togolais? Effectivement, le budget projeté sur 2022 prévoit une hausse des ressources, notamment pour pouvoir financer la feuille de route gouvernementale. Et cette hausse, elle n'est pas anodine, elle est successive à la reprise des activités, il faut le noter, mais en même temps, elle est le fruit d'un certain nombre d'actions qui ont été menées en amont. Il est vrai qu'au plan international, on remarque un regain d'activité, un certain dynamisme. Mais au plan local, au plan national en particulier, la période de la pandémie qui n'est pas terminée aurait pu augurer d'une baisse. Seulement, pendant la pandémie, les actions du gouvernement qui étaient, on le sait tous, organisées autour d'une riposte, autour d'une capacité de résilience et de la relance économique ont permis des investissements que les économistes appellent des investissements contracycliques. Et ces investissements aujourd'hui portent notre économie et nous permettent d'entrevoir l'avenir avec sérénité. Les atouts, ce sont exactement ces investissements et aussi l'organisation de l'État pendant cette période de Covid qui, logiquement, on va dire, aurait dû nous mettre en difficulté plus que cela ne l'est aujourd'hui, mais avec les investissements réalisés, la stratégie retenue par le gouvernement sur l'inclusion financière, par exemple, nous permettent d'aller vers cette hausse. Donc, vous me demandiez si cette hausse se répercuterait sur le panier de la ménagère. Ma réponse, elle est évidemment pas affirmative. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En réalité, lorsque l'on envisage le panier de la ménagère, l'on envisage immédiatement ce que l'on consomme, c'est-à-dire le prix des légumes, le prix du maïs, et on calcule le panier de la ménagère. Mais il me semble qu'il faut avoir une vision un peu plus large du panier de la ménagère. Toutes les actions du gouvernement qui tendent à créer de la richesse entre les mains de la ménagère augmente automatiquement le panier de la ménagère. Là aussi, je peux vous donner un exemple. Lorsque le gouvernement subventionne le carburant, lorsque le gouvernement entreprend des actions sociales, des actions d'infrastructure, mécaniquement, le prix de revient des produits baisse. Et cela se ressent dans le panier de la ménagère. Lorsque le gouvernement met en place, par exemple, un programme comme Wezu, c'est autant d'argent que l'on ne va pas dépenser dans les soins, mais et autant d'argent que l'on va avoir, soit pour épargner ou alors pour consommer. Donc, toutes les actions sociales relatives à
l'inclusion sociale, toutes les actions qui ont trait à la modernisation des infrastructures, toutes les actions en direction de l'éducation, la gratuité dans le primaire et le secondaire, l'exonération des frais d'inscription aux examens contribuent à hausser le panier de la ménagère. Mais je ne perds pas de vue que directement, il y a quand même un levier à utiliser qui est l'agriculture et qui va nous permettre peut-être d'améliorer de façon directe le panier de la ménagère. Et le budget alloué à l'agriculture en porte témoignage. Monsieur le ministre, en 2021, le Togo a opté pour un budget programme. Est-ce que cette expérience a été concluante et pourquoi? L'expérimentation du budget programme est liée d'abord à une convergence communautaire, mais au-delà de cela, c'est un choix. Un choix parce que le modèle du budget programme permet de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Et désormais, l'État fonctionne sur des programmes et essaye d'atteindre ces objectifs-là. On a assisté également à la déconcentration de la prise de décision. Désormais, les ministres sont, par exemple, ordonnateurs, ce qui simplifie, par exemple, là aussi, la procédure. Le budget programme nous permet également de travailler sur une durée. Au lieu d'avoir des programmes ou des projets qui sont saucissonnés en années, on peut travailler sur 3 ans. Cela permet de se projeter à moyen terme et d'avoir un peu plus d'efficacité. Donc, l'expérimentation du budget programme aujourd'hui est concluante. Observez bien, depuis quelque temps, désormais, chaque mois en Conseil des ministres, il y a un point de situation qui est fait sur le niveau de consommation des budgets, ce qui permet à chaque ministère d'identifier les points de force et les points de faiblesse et aux corrections de s'effectuer automatiquement au fil de l'eau, si vous voulez. Donc, l'expérimentation qui est en cours, pour l'heure, apporte des résultats qui sont plutôt satisfaisants et le gouvernement continuera, vous vous en doutez, dans ce sens-là. Monsieur le ministre, quand on voit un peu les chiffres de ce budget-là, est-ce à dire que les Togolais vont payer beaucoup plus d'impôts en 2022? Je voudrais souligner, en termes d'augmentation, la part du budget réservé au social. C'est 46,6%. Et je vous invite à un exercice qui consisterait à regarder depuis 4 à 5 ans la progression de la part du social dans le budget. Et cela témoigne de la volonté du gouvernement d'atteindre un objectif qui est inscrit dans la vision du chef de l'État, je le dis encore, c'est l'inclusion sociale. Vous parlez de la pression qui pourrait s'exercer, puisque le budget augmente, cela voudrait dire qu'il faudra rechercher des ressources pour financer, n'est-ce pas, les dépenses. Et ces ressources-là, il faut aller les chercher entre les mains du citoyen, des acteurs, des opérateurs économiques. En réalité, nous ne payons pas encore toutes les taxes ou tous les impôts que nous devrions payer. Lorsque vous observez bien les exigences de la décentralisation, si tous les impôts locaux étaient mis en place, et même en ville aujourd'hui, dans les zones urbaines, Lomé en particulier, nous ne payons pas encore les taxes foncières, vous voyez. Mais en marge de cela, la loi de finances pour l'exercice 2022 prévoit un certain nombre d'exonérations qui avaient déjà cours l'année dernière et qui seront poursuivies. Mais cette loi va plus loin par exemple en permettant aux citoyens de déduire des charges fiscales les dons qu'ils pourraient faire, par exemple, aux cantines scolaires. Et c'est très important d'en parler parce que le programme de cantine scolaire est un programme très, très, très important. Il fait d'ailleurs des émules autour de nous. Et il faudrait voir la dimension sociale de ce programme, l'apport de ce programme pour l'éducation. Donc aujourd'hui, le gouvernement dit simplement, si vous avez une cantine scolaire pas loin de chez vous et que vous souhaitez vous investir un peu plus dans le développement local, vous pourriez par exemple décider d'offrir 50 sacs de riz à la cantine scolaire, vous le déduirez de vos impôts. Donc, autant de mécanismes qui sont prévus
sur les charges publicitaires, par exemple, pour les entreprises, il y a une possibilité de déduire fiscalement. L'objectif, ce n'est pas de mettre la pression de façon trop importante sur le citoyen ou l'opérateur économique. L'objectif, c'est de trouver un équilibre. Vous savez, nous souhaitons attirer le maximum d'investissements parce que plus on produit de la richesse, mieux on va se développer. Donc, le gouvernement a recherché l'équilibre dans la rédaction de cette loi de finances. Neftali Messan Ledi, Financial Afrique et Togo Business News. Je vais rester dans la même veine que mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'en 2022, le Togolais pourra être confronté à de nouveaux impôts, comme ce fut le cas de la TVM en 2021. La loi de finances ne crée pas de nouveaux impôts. Les impôts existants vont juste être collectés. Moi, je pense par exemple à la taxe d'habitation. Elle n'est pas créée par la loi de finances, elle existe, elle n'est pas collectée pour le moment, mais l'on va certainement collecter cette taxe-là à partir de cette année. Il y a d'autres impôts qui existent et qui ne sont pas collectés. La loi ne crée pas de nouveaux impôts. Pour cette loi de finances 2022, quel peut être ou encore quel est le projet phare qu'on peut citer et qu'on peut avoir l'esprit qu'avant la fin de l'année, le gouvernement va l'exécuter? Lorsque vous parlez de projet phare, c'est tout comme si le gouvernement aurait une tête de gondole. En vrai, le projet phare, c'est d'abord l'inclusion sociale. C'est cela le projet phare. Et ce projet-là comporte d'autres projets. Par exemple, la création d'une identité numérique à tous les citoyens. L'assurance maladie universelle qui est déjà réalisée puisque la loi est votée et promulguée. Donc le projet phare, c'est d'atteindre une inclusion sociale forte. Et toutes les actions qui sont menées vont dans ce sens-là. Plusieurs projets seront menés à terme, comme cela l'a déjà été sur cet exercice. Vous verrez au fur et à mesure que ces projets iront à terme, le gouvernement communiquera là-dessus pour montrer ce qui a été dit et ce qui a été réalisé. D'accord. Ma dernière question. Selon les données de la BCEAO, la Banque centrale, le taux d'inflation mensuel du Togo a atteint 6,8% en juillet et en août 2021, un niveau jamais atteint. Pourtant, vous nous dites que le panier de la ménagère subit les répercussions positives de la croissance économique. Comment l'expliquer si l'inflation est forte alors que la croissance également est annoncée pour être élevée? Vous parlez d'une constatation du mois de juillet et vous le savez bien, les données sont conjoncturelles. Les données du mois de juillet sont à mettre en corrélation avec une tendance qui est mondiale, une tendance qui était liée justement à une reprise et la reprise, elle ne peut pas se faire brutalement, elle se fait progressivement. Aujourd'hui, les données que vous avez ne sont plus actualisées. Si vous retrouvez les données d'aujourd'hui, on ne peut plus avoir les mêmes chiffres. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une progression. Cette étape difficile du mois de juillet, que nous avons tous constatée, a trouvé des débuts de solutions grâce à un certain nombre d'actions. Nous sommes arrivés à la rentrée, des actions ont été prises par le gouvernement et d'autres actions vont se prendre d'ici la fin de l'année pour continuer à travailler dans le sens de l'amélioration du fameux panier de la ménagère. Bonjour Monsieur le ministre, moi c'est François Nibakede de Republic of Togo. Moi je vais aborder le secteur éducatif où la promesse du gouvernement relative à la gratification exceptionnelle a été l'objet d'une grève la semaine dernière. À ce jour, quel est le montant que le gouvernement entend offrir aux enseignants et c'est quand ce sera acté cette promesse? La question de la gratification qui a été au cœur de la situation que l'on a observée la semaine dernière est le fruit d'une négociation entre le gouvernement et les acteurs du secteur de l'éducation. Et au titre de cette négociation, le gouvernement et les acteurs du secteur se sont entendus sur la gratification exceptionnelle dont il est question. Les détails de la gratification n'avaient pas encore été tous réglés avant que la grève en question ait été déclenchée. Il y a un comité de suivi qui a en charge de mettre en place les détails de l'opération. Au terme des travaux de ce comité de suivi, vous saurez et le montant et la date de perception de la dite gratification.
Au nom de cette gratification, les enseignants sont rentrés en grève et certains chefs d'établissement ont été sanctionnés. Pour un apaisement social, ne serait-il pas bien de les réhabiliter? Vous savez, je pense que la question de ces enseignants qui auraient été déclassés, elle n'a pas été discutée en Conseil des ministres parce qu'il s'agissait d'une sanction administrative et force doit rester à la loi. Mais ce sont des cas individuels. Et aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est tout le secteur éducatif. Les actions qui sont menées tendant à l'amélioration des infrastructures, les actions qui sont menées tendant à la mise à disposition des outils didactiques, les actions qui sont menées justement pour améliorer la condition des enseignants ont été au cœur des débats au Conseil des ministres aujourd'hui. Les situations individuelles, elles existent, elles sont le lot quotidien. Lorsque l'on travaille ou lorsque l'on est fonctionnaire, il y a des règles, ces règles sont appliquées le cas échéant et c'est la vie de l'institution. Mais sachez que le secteur de l'éducation, on l'a dit tout à l'heure dans le communiqué, est une priorité pour le gouvernement et c'est sur cette priorité que le gouvernement travaille. Je reviens, Monsieur le ministre, par rapport à l'attaque qu'a subie notre pays dans la préfecture de Pengal. Dans le communiqué, vous avez dit que le chef de l'État vous a fait un compte rendu de sa visite de terrain. Est-ce que vous voudriez bien nous dire ce qui s'est réellement passé? Notre pays a subi une attaque d'individus non identifiés qui sont venus de l'autre côté de la frontière et qui ont attaqué notre poste qui est situé à Sandloaga. Les forces de défense et de sécurité du Togo ont riposté, ont résisté et ont pu repousser les assaillants. Dieu merci pour nous, nous ne comptons pas de victimes dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion de le dire, de rappeler que nous avons des frères et des sœurs qui passent leur nuit à prendre soin de nous, à veiller sur nous pour que nous puissions vaquer au quotidien à nos occupations. Nous devrions constamment avoir une pensée à ceux-ci et leur rendre hommage pour ce qu'ils font. Donc il n'y a pas eu de victimes dans nos rangs. Nous ne savons pas s'il y a eu des victimes dans les rangs des assaillants, puisqu'ils ont été repoussés de l'autre côté de la frontière. Les enquêtes se poursuivent. Dès lors que la réalité des faits sera établie, je pense que le gouvernement pourra communiquer un peu plus longuement sur la question. Et vous venez là de suivre l'intégralité de la conférence de presse après le Conseil des ministres tenu ce jour. Cette série de communiqués à présent du ministre de la fonction publique et du ministre de la Culture et du Tourisme présenté par Joseph Amega. Communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie, la Covid-19, le gouvernement a adopté et mis en place une série de mesures et de règles visant à freiner la propagation de la maladie et partant préserver la santé et la vie de tous, notamment sur les lieux de travail. L'application de ces mesures a permis de ralentir les contaminations, mais nous devons rester mobilisés pour continuer à préserver notre pays, en particulier avec l'approche de la période des fêtes de fin d'année. Malheureusement, il nous a été donné de constater un relâchement et le non-respect rigoureux de ces mesures et règles dans les administrations et les services publics. Face à ce constat, il est rappelé à tous, particulièrement aux agents publics, aux usagers et aux partenaires de l'administration et des services publics, que l'accès aux locaux et aux bâtiments administratifs est strictement subordonné à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un test PCR valide.
À cet effet, il est instamment demandé aux chefs de service public et au comité de veille de prendre les dispositions nécessaires en vue du respect rigoureux de cette mesure ainsi que des autres prescriptions qui ont été édictées dans le cadre des efforts pour endiguer la pandémie dans notre pays, notamment le port de masques, le lavage des mains et l'application des gestes barrières. Pour ce faire, des dispositions appropriées seront prises afin de contrôler l'application et le respect des mesures et des règles édictées sur les lieux et bâtiments publics concernés. Fait à Lomé le 12 novembre 2021, Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Communiqué du ministre de la Culture et du Tourisme. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la Covid-19, le gouvernement a annoncé des mesures restrictives devant régir l'ensemble des activités, y compris les activités culturelles. Tenant compte de l'évolution récente de la situation épidémiologique, des résultats des concertations avec les acteurs culturels et dans la perspective de mettre les acteurs culturels et le public à l'abri de toute contamination au sortir de la période des fêtes de fin d'année, les dispositions complémentaires ci-après sont prises. Au titre de la culture, l'organisation de toute activité culturelle est soumise à l'autorisation préalable du ministère de tutelle. Toute demande d'autorisation relative à l'organisation d'une activité culturelle doit porter mention de l'effectif des participants et être introduite 8 jours au moins avant la date de réalisation de l'activité. La participation à toute activité culturelle est subordonnée à la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou d'un test COVID-19 négatif PCR de moins de 112 heures au test antigénique payant sur place ou la veille. Les professionnels en résidence artistique, résidence d'écriture ou de création doivent disposer d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou soumis au test antigénique payant sur place toutes les 112 heures. Les professionnels ou artistes sur scène et en spectacle vivant doivent disposer d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 et d'un test COVID-19 négatif PCR de moins de 112 heures ou test antigénique payant sur place ou la veille. Le déploiement de dispositifs mobiles de vaccination à l'entrée des lieux dédiés aux activités culturelles est requis pour la circonstance. Au titre du tourisme, dans le secteur hôtelier, l'accès aux hôtels reste soumis à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un test COVID-19 négatif, PCR de moins de 112 heures. L'organisation de conférences, ateliers, réunions ou toute autre forme d'activité regroupant plus de 10 personnes est soumise à l'autorisation préalable du ministère chargé du tourisme. L'accès aux lieux de conférences, ateliers, réunions est subordonné à la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou d'un test COVID-19 négatif PCR de moins de 112 heures ou un test antigénique payant sur place ou la veille. Le déploiement de dispositifs mobiles de vaccination à l'entrée des hôtels est requis pour la circonstance. Les bars et restaurants. Le renforcement de la sensibilisation des acteurs et des clients des bars avec possibilité d'installer des points de vaccination à proximité. L'organisation des activités de promotion et marketing dans les bars et restaurants est soumise à l'autorisation du ministère de tutelle et nécessite la mise à disposition d'équipes de vaccination et des tests antigéniques. L'organisation des activités festives dans les bars et restaurants est soumise à l'autorisation du ministère de tutelle et l'accès est subordonné à la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou d'un test PCR négatif de moins de 112 heures ou un test antigénique payant sur place.
L'organisation de toute manifestation gastronomique nécessitant un contact étroit et des danses sans masque est soumise à l'autorisation du ministère de tutelle. Les boîtes de nuit et assimilées demeurent fermées. Les bars qui se transformeront en night-club connaîtront le même sort que les boîtes de nuit et assimilées. Il est fait appel, dans l'intérêt de tous, à la compréhension, au civisme et au sens de responsabilité de tout un chacun pour la mise en œuvre efficace de ces mesures. Fait à Lomé le 12 novembre 2021, Kossi Guignon Lamadoukou, ministre de la Culture et du Tourisme. Et ce dernier communiqué avant de refermer cette édition. Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 dans notre pays et dans le souci de protéger les acteurs des transports contre le coronavirus, le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires informe tous les transporteurs, conducteurs et usagers que le Togo dispose suffisamment de doses de vaccins Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac contre la pandémie. À cet égard, et pour faciliter l'opération de vaccination contre la COVID-19 qui se poursuit sur toute l'étendue du territoire national, des unités de vaccination seront déployées dans les différentes gares routières et à la direction des transports routiers et ferroviaires en vue d'administrer des doses de vaccins à tous les acteurs du transport, conducteurs de véhicules, de marchandises et de passagers, à savoir les taxis motos communément appelés émigrants, les tricycles, les taxis brousses, les taxis villes, les minibus, les bus, les cars, les responsables et membres des syndicats de transporteurs et conducteurs, les usagers, entre autres. Le ministre des Transports exhorte tous les transporteurs et conducteurs à se mobiliser pour la réussite de cette opération de vaccination dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le ministre compte sur la mobilisation et le suivisme de tous dans la lutte contre cette pandémie à coronavirus qui fragilise le commerce et le transit du fret au Togo. Fait à Lomé le 12 novembre 2021 à Fouad Tchadedi, ministre des Transports routiers, ferroviaires et aériens. Ainsi s'achève cette édition un peu plus longue, actualité oblige. Merci alors à vous qui l'avez suivi un peu partout dans le monde. Merci à la réalisation à 22h30. Abidé Nyassimbe vous attend pour l'édition de nuit. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.